Je suis heureux d'accueillir donc aujourd'hui Anne-Violaine Taconnet, que certains connaissent parmi vous, dramaturge et assistante à la mise en scène durant 3 ans dans la compagnie professionnelle L'Artifice, je crois. Madame Taconnet a ensuite enseigné les lettres et le théâtre à Beauvais, à Cayenne et surtout à Mayotte, qu'elle connaît bien. Et à Meaux. Et à Meaux aussi, voilà. Et à Mayotte, tu as mis notamment en place l'opération Lycéens au théâtre. C'était dans les années 2012, en collaboration avec la compagnie Ariart Théâtre. Anne-Violaine, je le signale, est également partie prenante dans la programmation des itinéraires culturels du Pôle Culture, et qu'il me soit permis du reste publiquement aujourd'hui de la remercier pour son implication et son engagement dans le bon déroulement des séjours culturels que nous mettons en œuvre chaque année pour les étudiants à Paris. Au cours de cette conférence intitulée « Un théâtre élitaire pour tous, est-il possible ?», notre invité va se pencher sur la prise en compte des réalités à Mayotte en ce qui concerne donc le théâtre et l'éducation artistique, et nous montrera qu'un théâtre élitaire pour tous reste une utopie mais nécessaire. Et donc je te laisse la parole sans plus tarder, Anne-Violaine. Merci. Donc la formule « un théâtre élitaire pour tous », un peu sophistiquée, nous vient d'un grand metteur en scène, Antoine Vitez, disparu hélas en 1990, qui a été directeur du Théâtre national de Chaillot, puis de la Comédie Française, et qui a lui aussi eu tout un itinéraire, on va y revenir. Enfin, je ne vais pas tellement revenir sur Vitez, hein, c'était la formule un peu paradoxale qui m'intéressait a priori, autour de l'éducation au théâtre. C'est évidemment une formule paradoxale, voire provocatrice, parce qu'elle interroge sur le rôle et les enjeux du théâtre dans la trajectoire d'une société démocratique. Alors on peut rendre la formule un peu moins obscure en parlant tout simplement d'un théâtre de qualité pour tous, ou encore d'un théâtre exigeant destiné à tous les publics, sans distinction ni d'âge, ni d'origine sociale, ni de connaissances ou de culture théâtrale. A priori, ça semble bien utopique. Or, l'utopie, ça c'est une formule de Théodore Monod, ne signifie pas l'irréalisable, mais surtout l'irréalisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais tenter de vous parler de tout ça en 3 parties. L'une où je vais évoquer assez brièvement l'époque de Jean Vilar, qui est considérée comme une sorte d'âge d'or. Une seconde où j'évoquerai assez précisément le travail du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine, tout simplement parce que il y a un grand projet là qui est en train de se bâtir sur Mayotte et je crois que c'est important d'en parler. Et puis dans un 3e temps, j'évoquerai un peu la situation de Mayotte que j'ai intitulée « Espoirs et déboires » ou encore déboires et espoirs. Je ne sais pas dans quel sens il faut mettre les choses en ce qui concerne le théâtre et l'éducation artistique. Donc pour ce qui est de Jean Vilar, je crois qu'il est nécessaire de parcourir très rapidement un petit pan d'histoire du théâtre et où la référence clé est cette figure mythique du théâtre populaire qui était Jean Vilar, acteur et metteur en scène et créateur surtout en 1947 du Festival d'Avignon. Jean Vilar était l'héritier aussi par son, comment dirais-je, son adhésion à l'époque, ça peut paraître très obsolète, au Parti communiste français, hein, on est dans la pré-guerre, héritier des valeurs de générosité, de solidarité, de rigueur de la famille du théâtre, sans illusion, mais avec une véritable conviction. Donc Vilar prône l'importance de la fonction éducative du théâtre, une attitude civique qui pour lui est à la fois une attitude de contestation, dans la mesure où le théâtre pratiqué ici et maintenant, on va en parler à propos de Mnouchkine, et là aussi pour mettre en lumière les dysfonctionnements d'une société, pour dénoncer ses inégalités, mais aussi une fonction de loyauté à l'égard d'une société et d'une république
qui est capable de soutenir les initiatives théâtrales. Alors on oppose souvent le théâtre populaire, qui nécessite l'adhésion, qui renvoie à la fête, à l'unité sociale, au théâtre qu'on pourrait appeler un théâtre expérimental ou d'avant-garde, qui aurait une espèce de caractère maudit et incompréhensible pour la majorité des spectateurs. Dans l'esprit de Villard, il n'existe pas d'incompatibilité entre les masses et les œuvres nouvelles. Selon lui, le théâtre d'art est par essence élitaire pour tous, même si l'expression ne viendra que quelques années après, avec l'un de ses héritiers, Antoine Vitez. Comment alors concilier ce qui apparaît de toute évidence comme un paradoxe, voire pour s'exprimer dans le registre du vocabulaire théâtral comme un dilemme, d'autant aujourd'hui à l'heure d'Internet, des selfies, du zapping généralisé. Comment être dans l'exigence et en même temps s'adresser au plus grand nombre? Voilà un des grands questionnements du théâtre qui fonctionne quand même beaucoup aussi sur ce qu'on pourrait appeler l'entre-soi. J'y reviendrai. Donc, je vais un peu rappeler ce qu'on pourrait considérer comme un âge d'or du théâtre, celui de Jean Vilar, comédien et metteur en scène, qui a donc créé le Festival d'Avignon, et qui était en parallèle directeur du Théâtre national de Chaillot. Entre 1952 et 1963, Jean Vilar est le maître de cette double entreprise. C'est lui qui choisit les pièces, qui les met en scène, et à Avignon, l'essentiel des représentations se concentre dans ce grand espace qu'on appelle le Palais des Papes. J'en parlerai brièvement. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé de ce point de vue-là, et il y a une multiplication de spectacles qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque. Il choisit donc les pièces, les met en scène, et sa mission, c'est de mettre en place ce qu'il appelle un théâtre rassembleur. C'est un mot important aujourd'hui, hein, où on est dans une France divisée, justement. Et pour reprendre les mots de Villard, un lieu de rencontre pacifique, de recherche d'un public uni dans une société à l'évidence divisée, qui est cette société d'après-guerre. Un lieu de confrontation des idées et des styles, des idéologies et des morales. On a souvent remarqué que Villard avait contribué par la fête de la cité papale à remodeler une fraternité nationale que l'occupation avait mise en lambeaux. Les grands classiques français ou étrangers font partie du répertoire et sont choisis souvent en fonction des événements de l'actualité et retentissent sans détournement de leur sens, sans infléchissement forcé de leur fable, sans modernisation de circonstances, comme autant de leçons administrées dans le bonheur simple du théâtre. Villard, qui était loin d'être ce qu'on peut appeler un démagogue, disait quand même, à propos du théâtre, il fallait qu'il séduise avant de convaincre. Et malgré la personnalité sévère, voire austère de l'homme, sa volonté de dépouiller la scène des artifices, sa conviction que le théâtre avait vertu pédagogique, c'est la joie magique du jeu qui prévalait. Jamais d'enseignement pesant, didactique, mais du plaisir, grâce à un travail théâtral qui retrouve l'économie et la dynamique primordiale. L'extrême lisibilité des costumes de Jean Vilar, à la fois plastiques et symboliques, les gestes légèrement simplifiés, hiératisés des comédiens, la diction qui se situe entre la proclamation de plein air, parce que quand on joue dans la cour du Palais des Papes, on s'adresse à un public multiple, et en même temps une sorte de naturel qui est cultivé, tout concourt à rendre la représentation accessible à tous, aux plus démunis de référence, comme au public le plus cultivé. Cette liaison de l'esthétique et de l'éthique détermine la politique du festival, telle que l'a induite Jean Vilar. La complicité entre les spectateurs et la troupe est profonde. Alors je cite un exemple un peu mythique qui pour nos jeunes étudiants et même ce public très jeune peut paraître très obsolète, c'est la figure de Gérard Philippe, qui était un acteur reconnu et connu, disparu hélas trop tôt, et qui était l'acteur fétiche de Jean Vilar,
Eh bien, cette figure de Gérard Philipe était tout à fait représentative parce que c'était une sorte de star et en même temps, il jouait tout sauf les stars. Il jouait au théâtre, il jouait au cinéma, il était connu et reconnu, célèbre, mais il avait une sorte d'humilité, de modestie, de relation directe avec le public, d'implication et de dynamique dans cette histoire du théâtre qui est loin de nos stars actuelles. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Voilà pourquoi on peut parler de légende dorée à l'époque. Villard est quelqu'un qui est très apprécié des spectateurs et qui, dans le cadre de ce festival modeste au départ, privilégie tout un travail en amont et en aval avec des rencontres entre les acteurs, le ou les metteurs en scène, les gens de théâtre et le public. Et ce, de manière systématique, extrêmement sérieuse, qui fait que adhère un public passionné et aussi passionnant presque que les gens qui font du théâtre. Villard définissait Avignon comme la recherche d'un théâtre uni. Alors, qui était le public? C'est important, hein. En 1965, une étude sociologique étudie la composition du public qui fréquente le Festival d'Avignon, qui est passé de 10 000 spectateurs en 1947 à 120 000 spectateurs en 1964, qui montre vraiment un caractère exponentiel. On remarque dans ce public une forte proportion de provinciaux qui viennent du sud-est, d'Avignon, des Vauclusiens, un nombre important d'enseignants, c'est toujours le cas, hein, d'étudiants, et l'afflux considérable des jeunes, puisque 64% des spectateurs ont moins de 30 ans à l'époque et 82% moins de 40 ans. On trouve quoi? Des amateurs de théâtre, bien sûr, des connaisseurs d'un côté et de l'autre, des novices, des néophytes, qui sont au nombre de 30%. Ce peuple du festival s'émeut dans une même émotion, discute, polémique, se rencontre. Et si les raisons sont diverses pour venir à Avignon, quelquefois c'est le goût d'une aventure entre jeunes, tout simplement, hein, et pas forcément au départ un amour formidable du théâtre, les gens se trouvent rassemblés justement par le plaisir de la représentation et d'un théâtre de qualité, par la confrontation et la discussion. Ce que défend Villard, c'est l'idée que la culture est un service public, dit-il, aussi important que l'eau et le gaz. Aussi est-il particulièrement soucieux de la vocation de création du festival, du prix modique des places, pour que ce soit accessible à tous, et de l'échange entre le public et les artistes, et aussi de cet appel renouvelé sans cesse à la jeunesse. Alors à cette époque, beaucoup de gens, venus des associations, des syndicats, du monde politique, du monde enseignant, réfléchissent à la pratique du théâtre populaire. Et Villard leur confie des responsabilités. Des gens de théâtre, des animateurs, des universitaires, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires, des maires, des conseillers municipaux ont travaillé ensemble à l'élaboration de cette éducation artistique qui passe, entre autres, par le festival, mais aussi par des lieux prestigieux, comme le Théâtre national de Villeurbanne, comme le Théâtre national de Chaillot, et puis après, avec la décentralisation, vont se créer des tas de théâtres dans des villes plus ou moins importantes, qui font que le travail de Villard va s'essaimer et s'enrichir sans cesse. Alors, que dire encore? Il y a un organisme qui est connu ici à Mayotte, qui est partie prenante du Festival d'Avignon dès le départ, c'est les CMEA, Centre d'éducation aux méthodes... Centre aux méthodes d'éducation active, qui est présent dans le festival dès sa création en 1947 et qui est présent encore aujourd'hui. Ce centre d'éducation aux méthodes actives accueille des jeunes gens venus de toute la France, mais aussi venus
de pays étrangers, notamment les pays du Maghreb, mais pas seulement. Donc des échanges se font entre jeunes gens. Il accueille aussi des adultes. Et tout ça dans le but d'une véritable initiation à la culture théâtrale et à l'art vivant. Ce qui est extrêmement important, bien sûr. Et cette implantation, elle existe toujours. Les jeunes sont accueillis en internat, sont donc appelés à vivre ensemble, participent à des ateliers de jeu, sont confrontés au travail de metteurs en scène, à des entretiens avec des comédiens, et donc ne se contentent pas d'être des consommateurs passifs, mais sont bien ce qu'on appelle des spectateurs actifs à part entière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a tendance d'ailleurs à continuer à perdurer au festival, même s'il a bien changé. Alors, il y a une charnière importante, évidemment, qui est mai 68, où Villard, dans son rôle de directeur du festival, a été contesté par des artistes, a été contesté aussi par des jeunes gens, a tenu bon malgré tout, et a ensuite passé la main, je dirais. Cet événement de 68 et les années qui ont suivi ont permis une démultiplication des spectacles au Festival d'Avignon, puisque le festival s'est divisé d'une certaine manière en deux, ce qu'on appelle le festival IN, qui serait le festival officiel, avec aujourd'hui en 2017 41 spectacles présentés, et le festival OFF, pour que vous fassiez la différence, où sont aujourd'hui présentés plus de 1400 spectacles. Alors où à Avignon, partout, dans la moindre petite salle, sont joués à toutes les heures de la journée, matin compris, des spectacles de plus ou moins grande qualité, c'est vrai, mais ce foisonnement culturel est extrêmement attractif et permet aux gens qui fréquentent le festival non seulement de se confronter à de grandes œuvres qui sont parfois d'avant-garde et parfois peu compréhensibles pour le coup, si j'en viens à un théâtre élitaire pour tous, et puis à ce théâtre foisonnant où de jeunes troupes tentent leur chance et essaient évidemment de se faire remarquer comme une aiguille dans une botte de foin parmi aujourd'hui les 1400 spectacles présentés. Il y a aussi dès 68 cette prise de conscience par certaines grandes personnalités du théâtre et grands artistes que une partie de la jeunesse, une partie des gens ne va pas au théâtre, mais qu'il faut aller à elle. C'est Ariane Mnouchkine, je reparlerai d'elle tout à l'heure, qui, avec son spectacle Les Clowns, décide d'aller jouer en périphérie d'Avignon. C'est des expériences qui sont menées dans les HLM, où on joue et où on a tendance à jouer aussi dans des quartiers populaires pour essayer de sensibiliser une population qui ne l'est pas du tout à l'art du théâtre. Toutes ces expériences ont un caractère extravagant à l'époque, sont aujourd'hui évidemment parfois pérennisées, parfois même d'une certaine manière océifiées, et nous obligent à nous réinterroger sur le vivier que constitue le théâtre vivant et son rapport à la jeunesse et à la population. Qu'est-ce que Fèvre d'Arcier, en 1995, qui est devenu à son tour le directeur du Festival d'Avignon, déclare ? Il dit, pour moi, l'essentiel du Festival d'Avignon, c'est qu'il est un grand moment de formation du public. Il a besoin de sentir et de comprendre l'état du théâtre, année après année, ses interrogations, ses modifications esthétiques. Il manifeste une curiosité très forte. Le public, il s'intéresse à rencontrer les protagonistes. Il achète beaucoup de livres sur le théâtre. Avignon est donc le regroupement pour lui de tous les amateurs de théâtre. Un peu, dit-il, comme les amateurs de moto se rassemblent au bol d'or. C'est un parallèle un peu provocateur, mais je le trouve intéressant, parce que quand on se promène aujourd'hui encore dans les rues d'Avignon, on voit très bien
que les publics, parce qu'on peut parler des publics, ne sont vraiment pas les mêmes. Et que souvent, les publics qui fréquentent le festival IN ne sont pas ceux qui fréquentent le festival OFF, et qu'à l'intérieur même du festival OFF, on a aussi un public beaucoup plus populaire et un public, je dirais, plus venu d'autres classes sociales. Voilà. Alors on peut dire aussi aujourd'hui qu'Avignon est devenu un énorme marché pour le off, dont les artistes espèrent être repérés ou achetés, et que pour ce qui est du IN, très souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de théâtre officiel où les artistes sont déjà finalement repérés, font déjà partie de l'institution avant même de s'affronter au public d'Avignon. Il y a quand même quelque chose qui perdure, qui est très important, c'est le caractère international de ce festival. Par exemple, cette année, en 2017, va se produire un grand metteur en scène japonais dans la cour d'honneur qui va monter un électre. Et il y a aussi un artiste venu d'Afrique du Sud qui parle de l'après-apartheid. Donc tout ça a un caractère à la fois international, social, de dénonciation des inégalités, et tout ce pourquoi aussi Villars a créé le festival continue de perdurer. Alors, je vais vous parler maintenant, après ce petit préambule, du travail d'Ariane Mnouchkine. Pourquoi? Parce que il est question qu'elle vienne à Mayotte, et parce que pour moi, elle s'inscrit vraiment dans cette continuité, cette dame vieille maintenant, de ce qu'on pourrait appeler un théâtre élitaire pour tous, qu'elle désigne comme tel dans ce qu'elle fait. Alors, pourquoi mes réflexions s'appuient là-dessus? C'est parce que cet automne, avec Jean-Louis, on est parti avec... combien il y avait d'étudiants? 15. Il y avait 15 étudiants à l'assaut de la capitale, et qu'au milieu des spectacles qu'on a vus, on a été à la cartoucherie de Vincennes, voir la nouvelle création de Mnouchkine qui s'appelle « Une chambre en Inde ». Et ce qui m'a frappé, ce qui nous a frappé, ce qui a frappé peut-être tous les étudiants, c'est les différences qu'on peut constater entre ce type de théâtre et celui qu'on voit ou à la Comédie Française ou à l'Odéon, qui sont des salles prestigieuses. Je ne remets pas du tout en question la qualité de ce théâtre-là. D'abord, ce qui nous a frappé peut-être, moi et Jean-Louis, c'est l'adhésion absolue de tous les étudiants à ce spectacle qui durait quand même 3 heures, qui était étonnamment très référencé et qui les a, je me trompe, il y a des étudiants qui étaient avec nous, totalement séduits, je dirais au sens le plus noble du terme. Et moi qui fréquente le théâtre de Mnouchkine depuis très longtemps et qui ai toujours pensé ça d'elle, j'ai emmené des classes théâtre nombreuses, des élèves de banlieue. J'ai été frappée que des élèves venus de Mayotte, dont certains avaient une culture théâtrale minimum, aient été vraiment absolument enthousiasmés par le travail effectué par Mnouchkine, et aussi été captés par cette pièce qui dure plus de 3 heures. Donc ça demande une attention à laquelle ils n'étaient pas habitués, parce qu'à Mayotte, pour plein de raisons, les spectacles qui sont présentés n'excèdent pas 1 heure, et ont été littéralement enthousiasmés. Alors, il y avait aussi dans tout ça, ce qui caractérise le théâtre de Mnouchkine, c'est, je dirais, un voyage. C'est-à-dire qu'on y arrive, on arrive dans ce lieu qui est la cartoucherie de Vincennes, et il y a un accueil particulier. Il y a une sorte de sas qui est dans cette grande salle qui est toujours redécorée à l'aune du spectacle qui est présenté, jusqu'à la nourriture qui est en adéquation avec le spectacle présenté. Et je pense que cette espèce de lieu intermédiaire permet au spectateur de se familiariser avec ce qu'il va voir, et au lieu d'être dans une attitude, je dirais, de respect, mais pas forcément au bon sens du terme, d'être déjà dans un parti pris de voyage théâtral qu'on n'observe pas dans les autres lieux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la conformation même de l'espace privilégie un rapport scène-salle tout à fait particulier. C'est une jauge de 700 spectateurs, et c'est un théâtre frontal
où chacun a sa place. Je veux dire que si je fais le parallèle avec la Comédie Française ou l'Odéon, qui sont des salles très belles à l'italienne, ben, si on n'a pas la chance d'être à l'orchestre, on est parfois sur le côté, il y a des angles morts, et donc il y a une situation du spectateur qui n'est pas la même. Je dirais aussi, et je pense que les étudiants pourront l'attester, que quand on arrive dans ces grands lieux que sont la Comédie Française et l'Odéon, et que on n'a pas les codes, on se fait regarder avec un certain mépris, et qu'en plus on a la peau noire, on est des exceptions dans le théâtre, on fait des petites tâches comme ça au milieu de tout le monde, et que là, théâtre élitaire, oui, mais pas pour tous. C'est pas le cas du théâtre d'Ariane Mouchkine. Et ça, c'est important. Qui plus est, le théâtre, la pièce donc qu'on a vue ensemble, qui s'appelle Une chambre en Inde, est en prise directe avec l'actualité, tout en étant théâtralement extrêmement référencé. Mouchkine ne se prive pas de faire référence, mais de manière très claire, à Shakespeare, puisque le nom de la narratrice, que j'oublie là tout de suite, mais ça va me revenir, est un personnage... non, c'est pas de Macbeth, mais ça va me revenir aussi, excusez-moi. Et les références à Molière sont très claires aussi, et à Tchekhov également. Donc, on a affaire à la fois à un théâtre très référencé et un théâtre qui s'est construit dans des circonstances particulières, puisque Mouchkine est partie à Pondichéry, où elle l'a fait dans le cadre de ce qu'elle appelle l'école nomade, et dont peut-être Mayotte va pouvoir bénéficier. Alors là, ce serait une chance extraordinaire et inouïe. Elle a mené un stage avec ses comédiens qui s'adressait à 100 personnes, c'est beaucoup 100 personnes, hein, qui étaient des amateurs, des comédiens professionnels, des éducateurs, des professeurs, enfin bref, je dirais pas le tout venant, mais quelque chose d'extrêmement ouvert. Et c'est à partir de ce travail et de son lien avec une troupe de théâtre siégeant à Pondichéry et pratiquant une forme traditionnelle et populaire tamoule qu'on appelle le Terrakotu, qu'elle a travaillé. Donc ça, c'est typique du théâtre de Mouchkine, c'est partir à la base d'un travail avec la population, de transcender ce travail, de se l'approprier, de s'approprier les formes d'un théâtre traditionnel, et à partir de ces formes traditionnelles, d'entraîner avec elle d'ailleurs, entre nous soit dit, le chef de la troupe avec qui elle a travaillé, de bâtir une pièce qu'elle appelle création collective, à partir d'improvisation de comédiens, qui a prise direct avec l'actualité. Et donc, elle avait été frappée, comme beaucoup de gens, hein, par les attentats de 2015 à Ariane Mouchkine, et elle s'interrogeait sur la création d'un spectacle qui prenne en compte cette situation politique dangereuse et les failles de la démocratie, et comment concevoir un spectacle qui évoquerait l'actualité et la réalité inquiétante qui est la nôtre, sans sombrer ni dans le pathétique, ni dans la leçon de morale ou l'idéologie grossière. Rien de plus difficile, hein. Comment l'art peut s'emparer de la réalité, toucher le plus grand nombre, sans sombrer dans le simplisme. Et c'est donc à partir de ces réflexions qu'elle a mis en place cette résidence à Pondichéry et qu'elle a créé une chambre en Inde en s'inspirant de cette forme traditionnelle du Terrakotu. Elle fait donc référence, enfin les comédiens investissent, troupe internationale de 30 comédiens, investissent des formes référencées du théâtre traditionnel tout en s'interrogeant sur la réalité d'aujourd'hui. Ce qui intéresse aujourd'hui particulièrement Mouchkine, c'est Daesh, c'est le terrorisme. Et donc, en s'appropriant aussi la farce, qui est une forme populaire, qui nous est venue du Moyen-Âge, elle parvient,
en conjuguant des moments particulièrement émouvants, des moments de pure farce, à s'interroger sur la réalité du jour. Le Proche-Orient, la guerre, Daesh, le terrorisme en Europe. Le spectacle a été créé en 2016, en novembre. Il se joue quasiment à guichet fermé aujourd'hui, et ce, jusqu'en juillet 2017. Ça veut dire que, en début juillet 2017, des milliers de gens auront pu assister à ce spectacle. Et dans ces milliers de gens, des milliers de lycéens et peut-être de collégiens et lycéens des banlieues pour qui ça aura été la première expérience théâtrale. Elle s'adresse à travers ça aux jeunes, aux vieux, aux assidus des salles de spectacle, aux néophytes, aux catégories favorisées, mais aux autres aussi. Et ce théâtre-là est vraiment un théâtre pour tous, et c'est chose assez rare aujourd'hui pour le souligner. Elle a, Mnouchkine, cet art aussi de s'emparer de l'actualité, et même, je dirais, de façon assez avant-gardiste. Je vais donner deux exemples. Elle a monté en 1995, dans le cadre du festival dirigé à l'époque par Bertrand Fèvre d'Arcier, un Tartuffe de Molière, donc il n'y avait rien de plus classique que ça. Mais ce Tartuffe de Molière se passait dans un contexte oriental et s'interrogeait déjà sur l'intégrisme musulman. On était en 1995, c'est il y a longtemps maintenant. Et d'ailleurs, le spectacle a été mal compris parce que je pense qu'il posait des questions fondamentales à un moment où nous, on ne se les posait pas encore, ces questions. Elle a créé un magnifique spectacle qui s'appelle Le Dernier Caravansérail en 2003, qui posait la question des migrants, avec un réinvestissement esthétique tout à fait formidable, à une époque où, bien sûr, on se posait déjà avec le camp de Sangatte tous les problèmes des migrants, des clandestins, mais de manière beaucoup moins aiguë qu'aujourd'hui. Et ce spectacle faisait aussi figure, d'une certaine manière, d'avant-garde. Elle a cette espèce d'intuition qu'ont souvent les créateurs, les artistes, qui lui fait poser des problèmes cruciaux avant même que nous ne les posions de manière aussi aiguë qu'on se les pose 5 ou 10 ans plus tard. Et c'est donc une grande qualité. C'est quelque chose d'important. Quand elle a rencontré en 2010 Olivier Sélic, qui est rédacteur en chef de l'Avant-Scène Théâtre, le titre de son interview était celui-ci, et je trouve ce titre particulièrement adapté. Une utopie, le Théâtre du Soleil, une utopie en partie réalisée. Alors c'est paradoxal là aussi, parce que l'utopie, par définition, ça n'est jamais réalisé. Mais on peut dire quand même que là, oui, cette idée de théâtre pour tous est en partie réalisée. Ariane affirme dans cette interview que le théâtre qu'elle anime est avant tout la maison du public. C'est aussi un terme intéressant parce que dans maison, il y a quelque chose d'intime. Et c'est vrai que quand on rentre dans la grande salle du Théâtre du Soleil à Vincennes, c'est une maison d'accueil et elle parle de maison publique. Donc il y a bien une sorte de conciliation des contraires. La maison du public. Et elle dit que si elle osait, elle écrirait théâtre populaire, au sens villarien du terme. Mais comme elle respecte beaucoup Villard, eh bien, elle préfère ne pas s'emparer de cette formule. Voilà. Elle pense que les jeunes gens qui font leur début dans le théâtre ont le rêve d'un théâtre vivant, et elle essaie d'accueillir, entre autres, de jeunes troupes artistiques à travers un festival qu'elle appelle Premier Pas, pour leur donner la main, et leur faciliter l'intronisation dans le monde du théâtre qui, surtout professionnel, on le sait, est particulièrement difficile. Et puis, ce qui intéresse Mnouchkine, c'est l'universel du théâtre. Et voilà pourquoi, même quand elle monte un classique, qu'il s'agisse des Atrides, qu'il s'agisse de Shakespeare, ou qu'il s'agisse de Molière,
elle va puiser ses sources dans le théâtre oriental. Et ce qui la passionne aussi, c'est la force du travail. Faire, refaire, reprendre, avec une énergie incroyable. Ces comédiens, parfois, travaillent jusqu'à 15 heures par jour. Donc, cette énergie, je crois qu'elle permet de comprendre que le théâtre du Soleil existe toujours, aujourd'hui encore, presque 60 ans après sa création, puisqu'il a été créé en 1964. Et cette idée de raconter des histoires qui nous concernent, des histoires qui sont forcément politiques, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui concernent la cité. Alors, je vais en venir, puisque je parle avec flamme de Mnouchkine, à ce qui pourrait exister à Mayotte maintenant. Alors, on a eu un contact, hein, les étudiants sont tout de suite rentrés en contact direct avec Ariane Mnouchkine, avec des comédiens, et les choses sont toujours très faciles avec elle, parce que cette grande dame, elle parle aux gens avec beaucoup de facilité et sans aucune démagogie. Et c'est à partir de là, finalement, qu'est née l'idée de faire venir, chose improbable, chose utopique, ce qu'elle appelle l'école nomade à Mayotte. Hein. L'idée serait donc de travailler à partir de la réalité de Mayotte, et d'ailleurs ont été envoyés à la troupe des tas de documents, sur les danses, le théâtre traditionnel et tout ce qui peut se faire dans l'île. Et donc elle repartirait de ses formes, et à partir de là, elle animerait un stage avec une douzaine de comédiens, concernant 100 personnes. 100, je dis bien le chiffre, sur 3 semaines, qui est absolument énorme, et ce qui est une chance inouïe à tout point de vue, parce que il va s'agir d'une véritable formation, une formation qui n'est pas faite pour les seuls professionnels, mais qui au contraire inclut tous les amateurs, au sens le meilleur du terme, qu'il s'agisse de professeurs, d'éducateurs, d'étudiants, de lycéens, peut-être de collégiens, qui sait, sur le territoire de Mayotte. Alors vous imaginez bien que cette venue va demander une logistique particulièrement sophistiquée, mais que je crois que Jean-Louis et tous les gens, la DRAC et tous les gens concernés vont... Comment ? Ariart aussi, vont évidemment faire en sorte que les choses adviennent. Moi, je crois que cette expérience-là va impulser, si un vrai travail est fait en amont aussi, quelque chose de fondamental sur l'île. Parce qu'elle n'en est pas, vous l'imaginez bien, à sa première école nomade. Elle a été en Afghanistan, elle a été au Cambodge. Et d'ailleurs, la première année où on est venu au théâtre, le Théâtre du Soleil était fermé pour répétition, mais il y avait une jeune troupe de Cambodgiens qui était venue pour représenter une pièce. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans la profondeur, dans la continuité, dans une sorte de dialectique constante entre les gens avec qui elle a eu contact et la continuité de ce travail. Alors ça concernera sans doute pas les 100 personnes qui seront concernées, mais je pense que 100 personnes sur l'île de Mayotte, c'est déjà beaucoup, parce que ces 100 personnes-là vont forcément semer aussi de leur côté, et donc ça va produire quelque chose de très important. Alors, je me méfie de l'heure, parce que... Oui, je voulais revenir sur la réalité de Mayotte, et notamment sur un épisode. Donc ça, c'est arrivé de Mnouchkine qui devrait théoriquement se faire en 2018, Jean-Louis, 2018 ou 2019, peu importe, il faut être patient. Au plus tôt en mai 2018. Au plus tôt en mai 2018, va être un véritable événement qui, je crois, va permettre à tous les amateurs de théâtre de s'impliquer de toute façon d'une manière ou de l'autre, hein. Et de suivre, s'ils sont à l'extérieur, le processus, quoi qu'il arrive. Et ça me paraît important. Alors, autre chose dont je voudrais parler un petit peu, même si ça peut paraître décousu, mais pas tant que ça, c'est créé, je crois que c'est en 2013, hein, entre autres à mon initiative, mais pas seulement, on ne crée jamais les choses tout seul, hein, une manifestation qui s'appelait Lycéens au théâtre. Je vais en parler parce que je reviens à cette notion d'élitaire pour tous, et je reviens à cette nécessité d'initiation.
au spectacle et au théâtre. Je crois que c'est l'année 2014 où on avait montré 2 pièces, 2 mises en scène, l'une venue d'une troupe qui fonctionnait avec des comédiens africains et qui s'appelait Candide l'Africain, qui était donc une réécriture, je dirais, de Candide, du conte de Voltaire, d'un côté, spectacle tout public, où je crois les élèves de l'époque se sont reconnus immédiatement parce que tous les codes qui étaient sur le plateau étaient faciles. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas du tout méprisant. Mais que, bon, beaucoup d'élèves avaient étudié évidemment Candide dans le cadre de leurs études, et que ce qui nous était montré sur le plateau était peut-être une réassurance de l'idée et des représentations qu'on pouvait se faire du théâtre. Et puis de l'autre, une pièce très rude qui s'appelait Quartet de Heiner Müller. Bon, moi j'en avais beaucoup discuté avec la directrice de la DAC de l'époque, Clotilde Casten, et je tenais absolument à ce que cette troupe vienne parce que la mise en scène de Quartet était particulièrement brillante. Le texte de Heiner Müller, qui est aussi une réécriture, mais une réécriture très rude, de la pièce du roman de Choderlos de Laclos, me paraissait particulièrement intéressante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, dans le cadre de ma classe, mais j'étais très privilégiée, hein, j'avais une première et une terminale théâtre option lourde, donc j'avais le temps, je dirais théoriquement, d'initier les élèves au texte de Heiner Müller. On en avait parlé, je les avais aussi prévenus contre certains chocs. Il y a encore des élèves émus. Hein. Au moins, ça a marqué que pouvait produire la pièce et aussi la difficulté du texte. Voilà. Alors, on pouvait se dire, après la représentation, est-ce qu'on a bien fait de montrer ce spectacle à Lycéens au théâtre, qui était donc, pour moi, alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle un théâtre élitaire, dans la mesure où on montrait tout d'un coup à des élèves, venait sur scène un univers très sexuel, même si c'était traité, hein, très brut, qui, bien sûr, avait toute chance de les choquer, ce qui fut le cas. Moi, ce que je dis là-dessus, je reprendrai un peu le point de vue de Villard et des gens qui ont été tour à tour directeurs du festival, c'est que pour avancer, des chocs sont nécessaires. Mais ces chocs ne doivent pas être des traumatismes. Et pour qu'un choc ne soit pas traumatique, il faut faire tout un travail en amont et tout un travail en aval. Ça veut dire qu'il faut préparer les élèves, ce qui n'a pas toujours été fait, au spectacle qu'ils vont voir. Et surtout, il faut faire ensuite un travail, comme dans la tradition d'Avignon, de débriefing, de discussion, d'échange, et de libérer la parole, et de permettre aussi au public de se donner le droit de ne pas aimer, d'être choqué, de remettre en cause le choix même qui a été fait. Parce que je dis souvent aux élèves ou aux étudiants que s'initier à l'art du théâtre, mais à tous les arts, c'est traverser une forêt dont au départ on ne connaît pas et on n'identifie pas ni les arbres ni les chemins. Et que c'est progressivement qu'on va procéder à ce repérage, et que peu à peu on va être capable, c'est l'éducation du goût, hein, d'apprécier des choses qu'on n'était pas à même d'apprécier 3 ou 4 ans avant. Mais ça n'est pas forcément grave, parce que quand je vois la réaction de Noura, je ne me trompe pas, elle pourra prendre la parole tout à l'heure, hein, en parlant de ce quartet, je crois que cette mise en scène avait beaucoup choqué, mais qu'en même temps, elle avait permis d'avancer, mise en relation par exemple avec Candide l'Africain, parce qu'on peut toujours montrer le même type de spectacle à tout le monde et à un moment rien ne se passe, ou rien ne se passe plus, que du pur divertissement et du plaisir. Ah oui, alors l'année dernière, ils ont vu les damnés de Visconti à la Comédie Française,
Et je pense que là aussi, hein, il y a eu des effets de choc et que ça aurait même nécessité peut-être davantage et de préparation et de commentaires après la vision de ce spectacle. Mais je pense qu'ensuite, les choses font tranquillement leur chemin. Ça peut prendre parfois des années. Et que c'est ce cheminement et ces voies difficiles qui sont essentielles et qui permettent parfois de ne pas reculer devant une aventure qui pourrait paraître, oui, uniquement provocatrice. Et je crois que l'aventure n'est pas uniquement provocatrice. Et je crois par exemple que ce que les étudiants ont eu l'occasion de voir à Paris, un Don Juan aussi un petit peu iconoclaste, hein, monté par Sivalier, permettent ensuite, en discutant aussi et en travaillant sur des comparaisons, de procurer une avancée dans ce que j'appellerais l'éducation du goût, justement. Bon, j'ai un peu perdu mon... Non, j'ai pas tellement perdu les choses. Hein. Voilà. Parce que moi, ce que je pense, c'est que... Et je suis pas la seule à le penser, hein, et j'ai rien inventé. Ce théâtre exigeant, ce théâtre élitaire pour tous, ne peut exister que par une éducation du théâtre, une sorte de formation continue. Et cette formation continue, elle ne passe pas seulement par la théorie, elle ne passe pas seulement par le statut de spectateur, elle passe aussi par le statut d'acteur, au sens théâtral du terme. Mettre les élèves en jeu, même de la manière la plus modeste possible, leur donne l'occasion d'appréhender les textes de théâtre, l'histoire du théâtre et l'expression particulière de cet art de manière concrète, pratique. Et on voit souvent des élèves en difficulté qui, étrangement, s'approprient des textes de manière incroyable, alors qu'ils peinent à les expliquer. Donc c'est bien la preuve que c'est une entrée dans la dramaturgie, dans l'appréciation des choses, qui a plus que sa raison d'être, qui est absolument essentielle. Et c'est donc ce va-et-vient continuel entre la fréquentation des textes, la fréquentation des spectacles quand c'est possible, et la fréquentation du jeu et le travail de plateau que peut se faire de manière permanente. Je dis bien permanente parce que même les adultes doivent le faire, ce qu'on appelle l'éducation artistique. Voilà, je conclurai là et si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.